Allez, on va casser de la rumeur, démonter de la fake news et flinguer des préjugés. Il faut une autorisation de la préfecture pour détenir du matériel de serrurier. Alors que les pieds de biche, les coupes-boulons et les disques sur batterie sont en vente libre? Si cette allégation est complètement fausse de nos jours, elle trouve ses racines dans des vérités et des lois plus anciennes. Un recueil de droit du 18e précise que seul un serrurier peut faire des doubles de clés, ouvrir des portes et fabriquer de fausses clés. A l'époque, c'est toute la profession qui est surveillée et contrôlée car ces professionnels détiennent une faculté qui inquiète. Mais le corporatisme est tel qu'on débute souvent un métier comme apprenti pour le rester toute sa vie. La fabrication de fausses clés, et sous ce terme sont regroupés les copies, les moulages, les crochets et les rossignols, peut être punie de 3 mois à 2 ans de prison et 25 à 150 francs d'amende. Je n'ai trouvé aucun texte de loi récent qui empêche la détention d'outils d'effraction ou d'ouverture fine. Tout au plus, c'est la profession qui est réglementée, enfin théoriquement, et c'est uniquement l'usage frauduleux de ces outils qui est répréhensible. Ces matériels sont donc en vente libre, mais les vendeurs les plus sérieux réservent les plus efficaces aux professionnels vérifiés. Ce n'est pas une obligation légale, mais un zèle qui permet une certaine traçabilité. Ce qui n'empêche pas des vendeurs moins regardants, souvent à l'étranger, de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Il faut obligatoirement faire un contrat d'ouverture de porte en 2 exemplaires. C'est vrai qu'après une clé, le meilleur moyen de se faire ouvrir une porte, c'est d'embaucher un serrurier. Du coup, beaucoup d'entre nous établissent un contrat d'ouverture de porte, au moins dans les cas qui sentent un petit peu la morgue en grève. Eh bien, ce document n'a aucune existence légale dans le droit français, nada, que dalle. Une jurisprudence de la Cour d'appel d'Orléans en 2007 s'est toutefois appuyée sur un contrat d'ouverture de porte dans une sombre affaire de chat enfermé chez des voisins. À aucun moment le serrurier qui est intervenu à la demande des voisins n'a été inquiété, alors que, entre nous, le vrai scandale de l'affaire, c'est qu'il leur a pris 3500 € pour ouvrir et changer les serrures. Est-ce qu'il y a un serrurier de la région d'Orléans qui me regarde pour me confirmer que les serrures sont en or massif dans le coin? Bref, on a là un document qui n'existe pas dans le droit, mais qui a une certaine valeur aux yeux des juges, comme en général tout document lu, approuvé et signé par 2 parties. Ça sert à rien de mettre une bonne serrure, de toute façon si un cambrioleur veut rentrer, il rentre. J'ai envie de répondre, tu fais ce que tu veux chez toi, mais tu viendras pas chialer après. Dans les faits, pour en avoir souvent discuté avec mes confrères, on voit excessivement rarement d'effractions ou de tentatives d'effraction sur des portes bien sécurisées ou blindées. J'ai pas dit jamais, on connaît tous le coup de la carénée 5 points sur une porte à panneau en sapinette. N'empêche que lorsque la porte sonne plein et qu'elle est visiblement protégée par une bonne serrure certifiée, les méchants vilains voleurs ne s'y attaquent même pas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la dernière mamie de l'immeuble qui avait encore confiance dans son vieux cylindre d'origine voit ses risques augmenter énormément. Donc oui, une serrure et un bloc-porte certifié, au moins A2P2 étoiles, font du très bon boulot. Par contre, il faut que les autres accès soient aussi sécurisés, car on dit souvent qu'une chaîne a la solidité de son maillon le plus faible. Et puis il ne faut pas compter que sur la serrure. Les lingots ou le disque dur de sauvegarde, c'est au coffre, et si possible au coffre à la banque. Et pour le reste, on met une bonne alarme. Et puis on peut avoir la meilleure porte du monde, si on la claque seulement, ou qu'on ouvre soi-même à ses agresseurs, c'est mort. Les serruriers sont tous des escrocs. Faux! Enfin pas tous. D'ailleurs on parle de qui là? Des vrais serruriers qui peuvent faire payer plus ou moins cher leurs prestations, ou des margoulins qui étaient pizzaïolo la veille et dépanneurs à la disqueuse le lendemain? Si l'image d'escroc nous colle à la peau, ce n'est pas qu'un délit de sale gueule, les témoignages d'abus sont légion. Donc c'est pas une légende urbaine, mais c'est loin d'être une généralité non plus. En cas d'urgence, il ne faut jamais paniquer et prendre son temps pour trouver le bon. Une assurance peut refuser d'indemniser une ouverture fine. Sans déconner. On m'a parlé de ça il y a peu et je savais même pas s'il fallait rire ou pleurer. Un assureur qui voit la facture de son sociétaire baisser de moitié car une porte a été ouverte à coups de radio ou avec un pick gun n'a qu'une envie, rouler de grosses pelles au professionnel qui a fait ça. Perso, j'ai toujours fusé, mais faut dire que le dernier qui a essayé avait du poil qui sortait des oreilles. Je parie mon t-shirt que c'est la réponse toute trouvée d'un serrurier ou d'un blaireau qui ne sait ou ne veut pas faire ça. Bolos. Serrurier agréé toute assurance. Ça on le voit souvent sur les flyers ou les sites des serruriers, avec 36 logos d'assurance. C'est quand même un petit arrangement avec la vérité. Agréé, ça renvoie au terme agrément, qui veut dire une permission ou une autorisation. Or, aucun serrurier n'a appelé toutes les assurances de France, d'ailleurs on ne sait même pas combien il y en a, pour signer un contrat en 2 exemplaires. Disons qu'être un professionnel déclaré permet d'établir des devis, des factures et des comptes rendus d'intervention qui sont recevables auprès des assurances qui, dans la plupart des cas, indemniseront leurs assurés si tout est réglo.
À ne pas confondre avec les partenariats, car oui, on est vraiment agréé par une assurance ou plus souvent par une assistance quand on s'engage à les servir en tant que prestataire agréé et qu'ils nous rémunèrent directement. Et ça par contre, on a tout à fait le droit de le mettre en avant. Je termine avec ma préférée, les signes de cambrioleurs. Une légende, qui s'appellerait pas du tout Kézak, dit que de petits signes sont apposés par les gens du voyage ou les vagabonds pour identifier les maisons à ne pas cambrioler ou au contraire, qui font des proies faciles. Alors je faisais remonter ça aux années 80, ça circulait sous forme de photocopies, voire de photocopies de photocopies de photocopies, et on les voyait affichés sur les lieux de travail ou même encore récemment dans certains hôtels de police ou gendarmerie, et souvent avec des en-têtes hyper sérieuses. Celui qui revient le plus est à l'en-tête d'ailleurs d'une obscure association d'anciens combattants nostalgiques de l'Algérie française, du genre interrogatoire à la Gégène et à la pince crocodile si vous voyez ce que je veux dire. Mais au hasard d'un de mes achats en brocante, je suis tombé sur ce magnifique manuel de préparation au concours d'entrée de la police de 1936, où on fait déjà référence à ces signes de vagabonds. On comprend alors pourquoi c'est une rumeur qui revient très souvent. Une fois, une mamie m'appelle car un de ses voisins avait fait flipper toute la rue en raison de l'apparition soudaine de traces de peinture bleue sur le bitume. Je l'ai vite rassuré en lui disant que c'était des coups de bombe faits par le service des eaux après avoir repéré les réseaux de distribution d'eau potable au détecteur de métaux. Notez aussi qu'on trouve ça dans plein d'autres pays et dans plein de langues. Attention, en quête d'exclusivité, à retrouver l'arrière-petit-fils de l'inventeur du langage de vagabond. Bonjour Brandon, vous êtes donc l'arrière-petit-fils de l'inventeur du langage de cambrioleur. Et vous perpétuez la tradition familiale ? Moi c'est pas Brandon, c'est Kevin. Non mais c'est un prénom d'emprunt pour préserver votre anonymat. Ah bon, ok, d'accord. Nous allons donc vous suivre dans une tournée de repérage en caméra discrète. Alors dites-nous Brandon, pourquoi faites-vous des repérages pour les autres cambrioleurs ? On est une grande famille dans le milieu de la cambriole. Puis j'aime bien ça, je suis doué. Et que repérez-vous ? Je regarde voir s'il y a de l'oseille, si j'ai un clébard, truc comme ça. Alors, montrez-nous comment vous faites. C'est simple, je marche comme ça, tranquille, l'air de rien. Puis des fois je me pose et puis j'observe. Et après vous faites des signes, c'est ça ? Ouais, c'est ça, je fais ça à la craie. Parce que j'ai déjà essayé stylo bic au marqueur, mais c'est pas terrible. Donc ça fait 10 heures qu'on est devant cette maison, qu'avez-vous noté ? C'est une femme d'âge mûr, genre vieille. Elle a de l'oseille, elle a des voisins attentifs. Elle croit en Dieu. Puis elle a un berger allemand. Mais vous foutez de ma gueule en fait. C'est pas de ma faute. Je suis étudiant à Sciences Po et je galère pour me loger. Alors vous voulez du signe de cambrioleur, je vous en donne moi. On m'a promis du fric. Dites-moi que vous y croyez pas à vos conneries quand même. Bon, j'espère que vous avez laissé votre crédulité au vestiaire, car imaginer des cambrioleurs altruistes qui communiquent en hiéroglyphes pour aider les copains, c'est un petit peu tiré par les poils de tête. Primo, comprenez la puissance de telles rumeurs pour les vendeurs de matériel de sécurité. Imaginez un vendeur d'alarme bien borderline, qui passerait une première fois dans le quartier avec une craie, faire 2-3 petits signes, et reviendrait quelques jours plus tard faire signer des abonnements de télésurveillance. Deuxio, c'est aussi du pain béni pour les nazillons, qui répandent ces rumeurs pour servir leur cause, et certains ont même déjà eu des ennuis à cause de ça. Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus, et surtout si vous en connaissez d'autres, en discutant en commentaire. Alors abonnez-vous, likez et partagez.